Chers collègues et chers amis, j'aime bien vous présenter le papier que j'ai publié l'année dernière sur les infections sur prothèse totale du genou. Qu'est-ce qu'on va faire? Une chirurgie dans une étape ou en deux étapes. Pour commencer, l'arthrose, c'est une maladie qui devrait augmenter dans les décennies à venir pour atteindre environ 25% de la population adulte aux États-Unis selon les études. Et la PTG, la prothèse totale de genou, est la chirurgie élective la plus fréquente dans le monde. Et l'incidence de l'infection normalement est d'environ 2 à 3%. Il y a plusieurs facteurs de risque de l'infection. Il y a des facteurs modifiables en préopératoire, comme l'obésité, l'anémie, le tabagisme, etc. Il y a des facteurs non modifiables en préopératoire, comme le sexe masculin, le diabète, les maladies cardiovasculaires, maladies rénales, maladies hépatiques et immunodépression, etc. Il y a des facteurs en péropératoire, comme la durée prolongée de l'intervention, avec la transfusion pendant la transfusion sanguine et pendant l'intervention. Et des facteurs post-opératoires comme l'hospitalisation prolongée avec des complications de cicatrisation. Le diagnostic de l'infection un élément très important. Le diagnostic précoce est crucial pour améliorer le pronostic. Et le temps de diagnostic influence le choix du traitement. Le diagnostic, normalement, dépend d'abord les manifestations cliniques, comme rougeur, douleur, chaleur, œdème, et les tests sanguins, comme les CRP, vitesse et le D-dimer, etc. Les manifestations sur l'imagerie médicale, les radios, scanners, etc. L'arthrosynthèse et l'analyse du liquide articulaire et l'évaluation péropératoire. Bien sûr, le traitement de l'infection osseo-articulaire et l'infection sur prothèse est un travail de l'équipe, avec l'infectiologue, avec l'anesthésiste et le chirurgien. Il y a plusieurs options thérapeutiques en général. Soit antibiothérapie suppressive, si le patient il est incapable de subir l'intervention, ou il y a DAIR, c'est le débridement antibiotique, implant retention, ou la rétention de l'implant, et dans les cas de l'infection aiguë, et la prothèse est stable, la reprise et changement de la prothèse. Soit, c'est notre sujet aujourd'hui, soit dans un temps ou dans 2 temps. Il y a des procédures de sauvetage dans les cas extrêmes. Il y a comme la résection, la résection de l'articulation, l'arthrodèse et l'amputation. Le choix de traitement dépend de plusieurs facteurs. L'état de la prothèse, l'état du patient, l'état général du patient, le temps de l'infection et le micro-organisme en cause, c'est très important, et la sensibilité de l'organisme à l'antibiotique, et les préférences du patient. La première technique, c'est la reprise en 2 temps, qui reste toujours la référence pour traiter l'infection périprosthétique. Les indications sont les patients présentant des signes d'infection systémique ou un sepsis. Il y a absence d'identification de micro-organismes responsables, on est incapable d'identifier les germes, et les infections causées par des micro-organismes résistants aux antibiotiques, et la présence d'une fistule avec les infections où il y a une perte importante de l'os, où il y a un trouble de couverture cutanée. Et le patient est un état général médiocre dans le type B ou C selon McPherson. On va voir le tableau. Les contre-indications, qui est très important, l'équipe chirurgicale est non expérimentée dans ce type de reprise, et il y a échec multiple de reprises antérieures, où il y a le patient inapte à la chirurgie, où il y a une infection précoce.
moins de 4 semaines avec une implante bien fixée. C'est le tableau de McPherson qui décrit les types de maladies qui peuvent affecter la statut général ou l'état général du patient. La planification préopératoire. L'identification de micro-organismes est cruciale, soit par ponction articulaire, soit par biopsie. Et après l'identification de ces micro-organismes, on peut choisir le type de l'intervention, soit dans un temps ou en 2 temps, et les antibiotiques intégrés dans le spacer. La première étape de l'intervention, normalement, c'est l'exposition de l'articulation infectée par l'incision initiale, avec un débridement chirurgical vigoureux pour éliminer tous les tissus infectés et les matériaux étrangers, et un lavage abondant, pour moins 6 litres de sérum physiologique, avec un alésage intramédulaire pour éliminer les tissus nécrotiques. Le prélèvement péropératoire doit être 3 à 6 prélèvements, au moyen 5, qui sont normalement envoyés pour la culture aérobique et anaérobique. Après le débridement, il faut changer le champ opératoire, il faut refaire le champage et changer les instruments pour poser le spacer. La deuxième étape de la première intervention, c'est la pose de spacer, qui normalement chargé des antibiotiques qui sont adaptés à la sensibilité des germes. Et le spacer permet la libération locale des antibiotiques. Et il maintient l'espace articulaire entre les deux chirurgies. La première, l'ablation de la prothèse, et la deuxième pose de la prothèse. Normalement, il y a 2 types de spacer, soit un spacer articulé, qui normalement offre une meilleure mobilité et une préservation osseuse, et non articulés, statiques, qui sont plus stables et moins chers. Le choix dépend de plusieurs facteurs: la qualité de l'os et la qualité de tissu mou, l'intégrité de mécanismes extenseurs du patient et la capacité ambulatoire du patient. Mais les résultats concernant les résultats de ces spacers concernant l'éradication de l'infection, normalement sont similaires. Ce tableau montre la différence entre les deux spacers dynamiques et statiques. Les radications sont pareilles, la mobilité et la fonction sont mieux sur le dynamique, les complications sont moins dans le dynamique, et l'hospitalisation est moins longue, et le prix, c'est trop cher le dynamique. La préservation de l'os, il est mieux, et la complexité de pose et la réinsertion de la prothèse est mieux dans les spacers dynamiques. Après la fin de la première intervention, la période intermédiaire entre les 2 interventions, normalement, on commence l'antibiothérapie intraveineuse prolongée. Traditionnellement, c'est 6 semaines. Mais il y a des études récentes qui montrent que l'antibiothérapie plus courte, entre 2 à 6 semaines, moins que 6 semaines, combinée à un spacer chargé d'antibiotiques, donne des résultats similaires. D'où il y a l'intérêt de diminuer le temps de l'antibiotique intraveineuse. Et une période sans antibiotique, parfois il y a des études qui imposent une période qui s'appelle drug holiday, sans donner les antibiotiques aux patients, pour assurer l'élimination et l'éradication de l'infection, mais son utilité est contestée. Les tests de surveillance à utiliser sont normalement les marqueurs inflammatoires, comme toujours, la vitesse CRP, le leucocyte, le compte de leucocyte, est normalement couramment utilisé. Mais leurs spécificités et sensibilités sont limitées. Il y a D-dimer et le taux de fibrinogène, mais ils montrent des résultats mitigés aussi entre les études. Les analyses de liquide synovial, comme culture, le taux ou le compte de leucocytes, normalement utilisés, mais ils sont de précision variable. Quel est le moment optimal pour la réimplantation? En pratique, la décision de réimplantation repose sur
la tendance à la baisse des marqueurs inflammatoires, même sans normalisation. Si elle commence à se diminuer, on peut aller à la réinsertion ou réimplantation. L'amélioration clinique de patients, disparition des signes d'infection, la douleur, la chaleur, la rougeur, etc. et la cicatrisation normale. Et normalement, on utilise une combinaison de plusieurs tests, ceux qu'on a décrits tout à l'heure, pour confirmer ou pour augmenter ou améliorer la précision diagnostique. La deuxième chirurgie, normalement, on retire le spacer et on fait un autre débridement et une irrigation avec un autre prélèvement. Et on fait la réimplantation de la prothèse qui peut être cimentée ou non. Chaque méthode a des inconvénients et des avantages. Et on continue l'antibiothérapie en post-opératoire, normalement jusqu'à l'obtention des résultats de culture des échantillons ou de prélèvements en péropératoire. La deuxième méthode, c'est la reprise en un temps. Elle a été décrite pour la première fois dans les années 1970 avec un taux d'éradication de l'infection au moyen à 87,1%, qui est déjà pas mal. La reprise en un temps, les indications sont, il faut identifier les pathogènes, il faut les germes, il faut que les germes soient sensibles aux antibiotiques connus et en cas d'absence d'immunodépression ou de sepsis générale, avec l'absence de perte osseuse ou de tissu mou sévère. Mais les contre-indications, l'impossibilité d'un débridement radical et les micro-organismes sont inconnus ou résistants aux antibiotiques, il y a perte de l'os, perte de problème de couverture de tissu mou et il y a un fistule complexe. Comme ça, on ne peut pas faire dans un temps. Le technique chirurgicale, toujours on commence par l'identification préopératoire du pathogène, qui est très important. Et la procédure, normalement, on regroupe les deux étapes. On fait le débridement et irrigation et lavage. Et la deuxième étape, c'est la reconstruction. Il faut normalement, on passe 20 minutes entre les deux parties pour changer les instruments, changer le champage et changer les casaques des chirurgiens et de toute l'équipe. Les antibiothérapies, normalement, post-opératoire, continuent à courte durée, normalement à 10 à 14 jours selon les études. Si on compare les deux méthodes de traitement, il y a beaucoup de diversité. Certaines études apportent des meilleurs taux d'éradication de l'infection avec la reprise en 2 temps. Mais il y a des autres qui ne trouvent pas de différence significative. Et il y a une méta-analyse récente montre qu'il n'y a pas de différence dans l'éradication d'infections entre les deux techniques, un seul temps ou 2 temps, mais les avantages d'un seul temps, le taux d'hospitalisation et le coût de traitement et la durée de traitement et la satisfaction des patients, c'est mieux dans la technique de un seul temps. Ça, un exemple des études qui montrent la différence entre les deux techniques. Finalement, il y a en reprise en 1 temps et demi. C'est la mélange qui a été inventée en 2022-21 par Hernandez. C'est un mélange entre les deux techniques, c'est-à-dire on fait la première étape, on enlève la prothèse, on met le spacer et on garde le patient pour bouger avec un spacer dynamique pour certains temps et pour bien préparer le patient à une éventuelle seconde intervention qui est normalement moins invasive. C'est-à-dire on garde le spacer pour longtemps, plus que
prévus dans la première technique. Et les résultats préliminaires, normalement, sont prometteurs, avec un taux de survie sans infection supérieur à ceux de la reprise en 2 temps. Donc, ça vaut le coup d'essayer de ce type de technique chirurgicale. Merci beaucoup pour votre attention.